qui va vous faire part de nos finances, qui va vous détailler nos finances. Et puis ensuite, je vous parlerai un petit peu des travaux, et puis on interviendra sur l'école publique avec notre architecte pour que vous puissiez avoir un détail un peu plus précis de ce qui sera fait pour nos enfants. Voilà. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Jean-Marc et on va commencer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors déjà un petit rappel sur le budget de l'exercice qui s'était adopté le 31 décembre dernier. Il était prévu un équilibre sur la section de fonctionnement en dépenses recettes à 21 591. 21 000, c'est bon là 21 591 KEO et un équilibre en section d'investissement à 14 873 KEO. Avec voilà. Avec, pour rappel, l'articulation qui était prévue à l'intérieur du budget, c'est-à-dire qu'on passait d'un niveau de dépenses réelles de 19 088 KEO pour des recettes réelles à 20 335 KEO, avec un glissement de la différence pour constituer l'autofinancement de l'exercice, en ajoutant à cette différence l'autofinancement reporté de l'année précédente, ce qui permettait d'atteindre 2 500 000 d'autofinancement pour l'exercice 2011. Il était prévu aussi le remboursement des emprunts à hauteur de 2 90 000 KEO, les dépenses d'équipement pour 12 783 KEO, pour un total de dépenses d'investissement de 14 873 KEO, avec 12 370 KEO de recettes, soit sous forme de subventions diverses, soit sous forme de récupération de TVA, soit sous forme aussi d'emprunt. Ça, c'était pour le budget primitif. Je vous rappelle que dans la vie de la commune, il y a deux actes par rapport aux finances de la commune. Le budget, qui est un acte de prévision, et le compte administratif, qui constate ce qui a été réalisé et qui doit être compatible avec le compte de gestion du comptable public, qui assure tous les mouvements de fonds pour le compte de la mairie. Titre de recettes et titre de dépenses. Alors, la traduction en termes de compte administratif à la fin de l'exercice est la suivante. On arrive à un total de dépenses réelles réalisées de 20 032 KEO en fonctionnement, des recettes réelles à 21 510 KEO avec un rapport d'excédent de 1107 KEO, soit de 22 617 KEO ou 22 millions si vous préférez. D'où un excédent de clôture de la section de fonctionnement de 2 585 000 KEO que l'on renvoie sur la section d'investissement pour constituer l'autofinancement et couvrir le besoin de financement de la section. 2 501 000 qui sont basculés ici. Alors je ferai remarquer que c'est une somme qui est supérieure au montant des remboursements de la dette. C'est-à-dire qu'on se trouve dans le... Il y a trois hypothèses si vous voulez, par rapport au remboursement de la dette sur les finances communales. La première, c'est que la commune ne peut rien dégager de sa section de fonctionnement et à ce moment-là, il n'y a que la partie intérêt qui peut être payée sur la section de fonctionnement. Si, en plus de ça, elle n'arrive pas à payer les intérêts, elle se retrouve dans une situation qui est difficile. Bon, là, ce n'est pas le cas, puisqu'on est au-delà, largement, en termes d'autofinancement, par rapport aux besoins de remboursement d'emprunt. Il est réalisé 7 264 000 euros de dépenses d'équipement et un total de dépenses de 9 196 000 KEO. L'excédent final du compte administratif, une fois qu'on a repris les 6 451 000 de recettes, est de 84 KEO. Vous me direz que c'est très faible. Non, c'est pas faible, c'est juste la limite qui permet de ne pas avoir été chercher trop d'impôts pour assurer le financement de la commune. Voilà. Alors, cet excédent il se répartit différemment entre les deux sections du budget. Il est de 2,5 millions d'excédent de fonctionnement et de 2 500 000 de besoin de financement d'investissement. Ce qui fait que le solde d'exécution du fonctionnement était à 1,5 million. On rajoute le résultat de 2010 de 1,1 million, ce qui nous amène à 2,6 millions. Sur la partie investissement,
Le solde d'exécution en investissement, il est à moins 2,7 millions d'euros. Le report du résultat de 2010 est de moins 2,3 millions d'euros. Et on a un solde des restes à réaliser qui est de 2,5 millions. Ce qui fait que quand vous faites les moins 5 qui sont au-dessus, plus les 2,5 qui sont en bas, on arrive à 2,5 millions de besoins de financement. C'est ce qui doit être couvert. Alors, le résultat final du compte administratif, donc il est à 84 €. Je voulais préciser avant. Alors, ça veut dire qu'on est sur, si on prend les ajustements au fur et à mesure des années passées, on voit que ça évolue. Bon, il y a eu une montée pendant toute une période du résultat, ce qui, je vous dis, est pour moi, est la traduction d'un surfinancement par appel à l'impôt, ou éventuellement par appel à l'emprunt. C'est-à-dire qu'on a surdoté des ressources. Bon, ce qui sert à rien, puisque de toute façon, la trésorerie de la collectivité n'est pas rémunérée. Donc l'idéal, c'est plutôt d'arriver dans une fourchette basse. Alors là, c'est vrai que là, on est vraiment au taquet, comme on dit, on est tout en bas de l'échelle. Ça veut dire que sur l'année suivante, il n'y a pas de marge à aller chercher de ce côté-là. Voilà. Alors, sur la section de fonctionnement, le solde d'exécution, on voit que pour il évolue, il est parti, il est relativement ainsi. Là, il monte progressivement, mais en 2011, on voit bien qu'on atteint ce fameux 1,5 million qui est là. Et la pointe, elle a été en 2007 à 1,8 million, et le minimum sur l'exécution du fonctionnement, elle était à peu près à 500 000 en 2010. Alors, pour arriver à l'autofinancement, il faut prendre en compte les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Les deux courbes que vous avez là traduisent ces deux lignes-là. Les recettes, elles sont sur la courbe qui est ici, en ocre, et les dépenses sont sur la courbe qui est en bleu. Alors, il y a deux points particuliers qu'il faut noter dans l'évolution de ces deux courbes. C'est la création de ce qu'on appelle deux effets de ciseaux, 2 années de suite, enfin pas 2 années de suite, à un an d'intervalle, et un premier effet de ciseaux ici en 2008, un deuxième effet de ciseaux ici en 2010. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les dépenses réelles de fonctionnement sont légèrement supérieures ou supérieures aux recettes réelles de fonctionnement. Ce qui traduit un déséquilibre soit au niveau des dépenses, causé soit par les dépenses, soit par les recettes. Donc ça mérite d'être creusé chaque fois. Et autant il était relativement important celui qui est là-bas, autant celui-là, je dirais, c'est presque marginal. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui regarder les comptes qui sont après, pour la suite. Voilà. Là, on voit bien que l'autofinancement, par contre, lui, continue, progresse, tout doucement, pas vite, mais il progresse. On est parti d'une échelle qui est d'un écart qui est relativement faible là-bas pour arriver à des courbes qui s'espacent de plus en plus en 2011. Alors, c'est pas une progression énorme, c'est, je dirais, c'est pratiquement de la stabilité. Et au moins, il n'y a pas de dégradation de situation. Alors, les recettes réelles de fonctionnement. On trouve d'abord essentiellement la partie qui est en jaune, ici, qui correspond aux impôts et taxes, au-dessus. Alors, il représente 54% du total des produits qui sont perçus. La deuxième partie importante qui est derrière, c'est la partie blanche qui est là-bas, à 19,85, pratiquement 20% dessus, qui correspond aux dotations de l'État. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce point, c'est que c'est des dotations qui, aujourd'hui, sont relativement figées. Il y a une évolution qui est très faible. Ensuite de ça, sur la partie produits fiscaux, c'est pareil, la partie qui correspond aux taxes professionnelles, l'ex-taxe professionnelle a été relativement figée les deux dernières années. Je ne pense pas qu'elle se libère ainsi. Alors, le troisième morceau qui est pas neutre ici, il y a la queue d'US, parce qu'il correspond quand même à une partie de l'activité de la station, c'est ce qu'on appelle les produits des services et les produits du domaine.
Ça correspond à ce qui est encaissé sur un ensemble d'activités ou sur des locations de biens ou de terrain. Alors, produits des services et des domaines, 3 114 542 €. Donc, je vous l'ai dit, c'est les produits des établissements de la commune, dont 71% sont liés aux infrastructures sportives. Donc, c'est essentiellement les sports et autres unités de ce type. Les impôts et taxes, donc ça couvre les impôts locaux, taxes de séjour, taxes sur les remontées mécaniques. L'existence de la station fait qu'il y a une redevance qui est perçue par la commune sur les remontées mécaniques. Dotations. Les dotations, alors, elles sont en hausse, légèrement en hausse, 382 € par rapport à 2010. Bon, c'est pas beaucoup, excusez-moi, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus. Mais malheureusement, bon, aujourd'hui, l'axe il est là. Alors, dans les dotations de détail, il y a entre autres la dotation globale de fonctionnement, qui est la part la plus grosse versée par l'État. C'est celle qui correspond à la contribution de l'État au soutien aux communes. Les autres produits de gestion courante, où là on va trouver le revenu des biens immobiliers de la commune et les redevances qui sont versées par les concessionnaires. Chaque fois que quelqu'un est concessionnaire d'un quelconque service ici, il paye une redevance. Et elle représente 2 180 000, soit 10% du total des produits. Fonctionnement. Maintenant, on va passer aux dépenses. Sur les dépenses, le plus gros poste, effectivement, comme partout, c'est les charges de personnel, puisque sur l'ensemble des dépenses de fonctionnement, elles représentent 35%. Alors, quand on regarde les ratios des collectivités, c'est difficile à cerner en ce qui concerne là, parce que d'un côté, on est classé de 20 à 40 000 habitants, et de l'autre côté, on a une structure de commune de 1200 habitants. Donc le mieux, c'est de se rapprocher effectivement des 20 à 40 000, parce que c'est ce qui correspond plus à la taille du budget. Les communes aujourd'hui de 20 à 40 000 habitants, elles ont un petit peu plus de 50% de charge de personnel. Donc il n'y a pas de surcharge par rapport au volume budgétaire qui est à la tête. Deuxième poste important dans le budget des communes, les charges à caractère général, c'est tout ce qui permet le fonctionnement de la commune, qui est derrière. Alors, ensuite de ça, troisième, donc, ça correspond donc aux dépenses usuelles, donc tous les achats de fluides, de location, de déneigement, d'entretien, des travaux de voirie légers. Il ne s'agit pas de la rue entière qui est faite, c'est les rustines qui sont mises de ci, de là, et puis l'entretien du bâtiment. En hausse de 5,3%. Les charges de personnel, on en a parlé tout à l'heure, elles sont en progression quand même de 9,24%. Vous voyez, le ratio que je vous indiquais, il y a 51,70 pour les plus de 20 000 habitants. Le personnel de la commune est composé de différentes catégories. Les titulaires, d'abord, qui représentent 62% du poste du personnel. C'est ceux qui sont à charge définitive jusqu'à leur départ de la collectivité. Voilà. Ensuite, il y a les saisonniers, ceux qui sont là, justement, soit l'été, soit l'hiver, soit le long, et ceux qui représentent 38%. L'administration générale, les frais de personnes d'administration générale de la commune représentent à peu près 1 million d'euros. Les activités sportives, elles occupent des personnels jusqu'à hauteur de 1 668 000 €. Et l'éducation à la petite enfance, 712 000 €. Les services techniques, 2 485 000 €. On voit que le plus gros poste, et c'est naturel, correspond à tout ce qui est service technique, parce qu'il y a un entretien de la voirie, on a toutes ces différentes parties de l'œuvre. Alors, maintenant, les autres charges de gestion courante, qui représentent 21,6% de l'ensemble, soit 4 048 000. Alors, celles-là, elles correspondent d'une part aux subventions de l'association et aux partenariats qui sont signés par la commune avec d'autres personnes ou d'autres structures, et au budget de l'Office du tourisme qui représente, lui, 79% de son montant.
C'est essentiellement des subventions. Alors, sur le budget de l'Office du tourisme, l'évolution de la subvention municipale, vous l'avez ici, la subvention de fonctionnement, elle est passée de 3 209 270 en 2003 à 2 048 113 euros en 2011, avec une subvention pour les événements qui est passée de 621 699 euros en 2005 à 1 438 114 euros en 2011. Ce qui représente déduction faite, enfin avec la taxe, ce qui représente un total général qui évolue de 3 698 000 à 4 034 000. Alors, on voit bien là, la progression de la part municipale dessus, sur la colonne. D'une part, voilà, les événements qui étaient pratiquement à zéro en 2004, ils sont passés à 2005 sur la fourchette québécoise, et on voit que ça s'est écarté assez fortement les 2 dernières années. Les dépenses réelles de fonctionnement. Les dépenses réelles de fonctionnement, les charges financières. Je disais tout à l'heure que l'autofinancement qui était dégagé de la section de fonctionnement de payer la totalité de la dette. Sur la partie section de fonctionnement, c'est les intérêts, les emprunts qui sont payés, et il y a 1 193 000 euros d'intérêts payés sur l'année 2012, soit 6,36% du montant. Dans la section d'investissement, qui va retracer toute l'activité, cette fois-ci, bâtiments et autres, de la commune. L'encours de dette, d'abord. L'encours de dette, il est passé de 28,9 millions en 2009 à 28,3 millions en 2012. Donc je dirais que c'est grosso modo stable. Hein. Il ne bouge pas beaucoup. Il descend un peu dessus. Alors, par contre, l'évolution du capital dedans, relativement intéressante, parce que le gros des remboursements, il est sur les quelques années qui viennent, hein, sur une durée assez courte de 9 ans à peu près. Ce qui est quand même pas mal, parce que d'habitude, on a tendance à avoir des courbes d'extinction de dette qui sont beaucoup plus aplaties et avec des dettes qui sont remboursées sur des durées plus longues. Ce qu'il faut préciser déjà sur la dette, c'est qu'une bonne partie des emprunts, vous savez ce que vous avez entendu à la radio partout, des emprunts dits toxiques ou autres qui étaient dans les écritures de la commune, ont été nettoyés aussi. Alors, maintenant sur les dépenses d'équipement. Alors là, il y a 7,3 millions d'euros de dépenses d'équipement. Le plus gros morceau, c'est l'aménagement paysager du Riffnel, à 18% du montant total de dépenses. Les travaux de voirie qui suivent, non pardon, les extensions de la crèche qui suivent derrière pour 16% du montant des travaux d'équipement. Puis la voirie, et puis après, bon, il y a une série de petits points. Alors, ce qui a été touché surtout, on parlera peut-être tout à l'heure de ce qui a été fait, il y a le réaménagement de la mairie et de la poste, donc l'extension de la crèche, l'extension du cimetière, que tout le monde a vu, l'aménagement, dont je vous en ai parlé tout à l'heure, la route du Coulet qui a été reprise, qui est faite sur toute sa longueur maintenant pratiquement derrière, et des travaux d'eau et d'assainissement, même à un niveau quand même encore relativement fort, et puis bon, quelques acquisitions, des travaux, et puis des travaux et études d'aménagement, et les premiers éléments pour l'école. Alors, si on récapitule du résultat. Les recettes réalisées en fonctionnement, 21 511 781, pour des dépenses de 20 32 633, soit un résultat d'exercice de 1 478 158, avec un résultat reporté de 1 107 024, ce qui nous donne un résultat de clôture pour l'année 2011 de 2 585 182 euros. Sur l'investissement, il reste à réaliser
2 548 839 euros de recettes à réaliser. 0 dépenses supplémentaires, ce qui n'est pas de reste à réaliser en dépenses en fonctionnement, et 2 500, ce qui donne un résultat de 2 548 830 euros pour l'exercice. Si on enlève le besoin de financement, qui était à moins 2 501 409 euros, on l'a vu tout à l'heure, on arrive en fait à un résultat après un excédent, après cumul du fonctionnement et de l'investissement, de 83 773 euros. Voilà. Là, vous avez tout ce qui est responsable. Maintenant, si on veut regarder ce qui a été prévu sur le budget 2012, c'est quand même quelque chose qui est relativement stable par rapport à ce que vous venez de voir, puisqu'on est à nouveau sur une prévision de dépenses réelles de l'ordre de 18 à 19 millions d'euros, pour des recettes de 20 737 000 euros, soit quelque chose qui est relativement stable à la prévision, pour dégager l'autofinancement de l'exercice qui serait à 2 389 000 euros. Ce qui nous permettrait encore, évidemment, d'assurer la couverture du remboursement de la dette. Après, ça permettrait aussi d'assurer avec les recettes qui seraient allées chercher sur la partie investissement, c'est-à-dire des recettes, soit des subventions, soit d'autres dotations diverses et variées, soit surtout des emprunts, on arriverait avec un besoin de 12 156 000 de recettes à trouver à réaliser 12 455 000 euros de travaux qui sont prévus, dont le même vous donnera la liste et le détail après. Voilà. Alors on voit bien, c'est toujours la même articulation, hein. Il faut toujours glisser cette somme du fonctionnement vers l'investissement pour assurer l'équilibre de l'ensemble. Hein, et tant que cette somme est supérieure au remboursement de la dette, on est dans une situation, je ne dirais pas qu'elle est confortable, hyper confortable, mais elle est stable. Voilà. C'est bon. Vous avez peut-être des questions déjà avant d'avancer sur les investissements, ou peut-être des sujets où vous souhaitez qu'on revienne en arrière, n'hésitez pas. Hein. Le but c'est quand même d'avoir le plus d'informations possible. Eric. Je peux parler sans micro. Non, il vaut mieux prendre un micro. Merci. Bonsoir à tous. Alors, comme ancien maire, je ne résiste pas au plaisir de faire une remarque préalable et 3 observations. La remarque préalable, je partage tout à fait l'avis de Jean-Marc Garnier. Quand on est arrivé aux affaires en 2001, on avait très souvent, sur le passé, un excédent d'exploitation. Ça ne sert à rien. C'est d'ailleurs pour ça que, avec le conseil que j'animais, nous avons baissé les impôts une année, et c'était tout à fait possible. La première remarque concerne effectivement une rumeur qui courait que la commune allait être mise sous tutelle en 2006, 2007, 2008. Or, quand on voit ce qui a été projeté, on s'aperçoit qu'on a laissé un excédent d'exploitation de plus de 2,5 millions, et que cet excédent, il a été mangé en un an, en 2008. Voilà. Donc, je pense qu'on peut difficilement accepter que des esprits chagrins aient fait courir ce bruit. Ils sont chagrins, ils sont peut-être pas très compétents, l'un ou l'autre, ou les deux à la fois, mais en tout cas, je pense que c'était une mise au point que je souhaitais faire au vu de ces chiffres. La deuxième remarque, c'est vrai qu'en 2008, eh bien, les dépenses ont été supérieures aux recettes. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Eh bien, on peut être un expert du transport par car, mais on n'est pas forcément efficace dans la gestion d'une collectivité territoriale.
Et la troisième remarque, je constate que les événements, le budget des événements à l'Office du tourisme a pratiquement doublé ces dernières années. Je me demande si on peut continuer comme ça. Merci. Bon, c'était une remarque, on n'est pas là pour polémiquer sur quoi que ce soit, simplement pour montrer des chiffres, parce que c'est vrai que les chiffres parlent, c'est toujours très bien que tout le monde puisse se les approprier, et d'ailleurs c'est pour ça qu'à partir de lundi sur le site internet vous pourrez regarder tous ces chiffres, et que l'on distribuera tout à l'heure au présent le compte rendu de ce PowerPoint-là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport aux finances? Oui. Alors. Est-ce qu'en cours d'année, est-ce que la commune, en 70 ans d'activité, a réussi à se constituer un fonds de roulement lui permettant de tourner dans l'année sans emprunter à court terme pour financer ses dépenses de fonctionnement courantes? Pour le fonctionnement, il n'a pas le droit d'emprunter. Il n'a pas le droit d'emprunter. Il n'emprunte que pour des dépenses d'investissement. Est-ce que vous avez... Aujourd'hui, si vous voulez, la commune est tout à fait en mesure d'assurer le financement de son fonctionnement sans problème. On l'a vu là sur les tableaux, puisqu'on dégage même de la marge pour aller sur l'investissement. Où, je dirais, on a besoin d'emprunt, c'est justement pour la réalisation des investissements qui sont à faire, parce que, tout simplement, le volume dégagé sur la section de fonctionnement, il n'est pas suffisant pour pouvoir tout payer hors emprunt. Ça, on est quand même contraint de le faire, parce qu'il y a quand même des dépenses qui sont quand même relativement importantes. Hein. Et vous faites une école, il y en a pour 6-7 millions, vous faites... les aménagements paysagers sur le Riffnel, c'était 3 millions et quelques, si je me souviens bien, peut-être, dessus. Donc tout ça, on ne peut pas le financer cash, ça c'est clair. Et je pense qu'on n'a pas de solution. La seule solution qu'il y aurait pour le faire, ça serait d'augmenter effectivement, massivement, la pression fiscale. Mais je pense que ça n'intéresse pas grand monde, ni les acteurs économiques de la station, ni les résidents secondaires, personne. Mais pour le fonctionnement donc, courant, donc là, en fonctionnement, vous n'êtes pas en déficit dans l'année. Donc, non, vos recettes. Pas du tout. On couvre les recettes, couvre largement les dépenses. En temps. En temps. La logique là-dessus, c'est quand même de dire que, Jean-Marc pourra le préciser, qu'en fait, sans investissement de la commune complet, dans les 10 prochaines années, il faut que l'autofinancement, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, nous paye tous les emprunts, de façon à ce que la commune se désengage complètement. C'est vraiment ça l'important. À un moment donné, je pense qu'il y aura une pause à faire pour amortir un peu les travaux qui ont été effectués. Et c'est par cette pause-là qu'on arrivera à récupérer des volumes d'autofinancement très importants. C'est pas en augmentant les recettes aussi? Ça peut être en augmentant les recettes, mais je disais tout de suite qu'augmenter les recettes, sur le fonctionnement, c'est augmenter les impôts. Oui. C'est vrai qu'il y a d'autres façons. Hein, il peut y avoir les recettes des... Voilà. Mais bon, ça, c'est encore pas gagné. Pas gagné. Oui, monsieur. Je m'excuse, c'est la main avant. Je voudrais faire une petite remarque sur le montant de l'événementiel de la station, qui est exponentiel, qui ne fait qu'augmenter de façon à doubler pratiquement en 10 ans. Et je voudrais le faire avec le parallèle de la fréquentation de la station et les résultats des remontées mécaniques, où depuis 5 ans, c'est la courbe inverse. Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de dépenser autant d'argent pour qu'on ait de moins en moins de monde dans la station? Voilà ce que je voulais dire. Laure, si tu veux revenir sur la slide des événements. Alors, ce qui est surtout intéressant, juste peut-être, voilà, ça,
D'abord, 2003-2004, les événements n'étaient pas marqués en rouge parce qu'ils étaient intégrés sur le budget général. Hein. Donc c'est vrai que l'intérêt de cette slide qui a été faite par la directrice de l'Office du tourisme qui vient de partir, c'est de montrer, au-delà des événements, c'est aussi de montrer, souvent on charge un petit peu l'Office du tourisme en disant que l'Office du tourisme coûte cher, mais on s'aperçoit que les frais de fonctionnement de l'Office du tourisme, avec tout ce qu'on leur demande, malgré l'insertion à l'intérieur de l'Office d'Alpe d'Huez Télévision ou de la centrale de réservation, eh bien ces frais de fonctionnement sont plutôt en baisse et stables, voire en baisse. Donc ça, je crois que c'est très bien et pour le personnel de l'Office et la direction de l'Office, c'est quand même un très bon point. Après, effectivement, par rapport aux événements, on se pose tous la question actuellement des événements. Les événements, depuis très longtemps, datent d'une période où la station n'était pas forcément remplie sur certaines périodes et donc on a mis en place des événements pour pallier à ce manque. Alors, il y a des événements qui sont certainement incontournables comme des événements d'été, parce que là, personne ne les remet en cause, parce qu'effectivement, l'été, si on n'a pas d'événement, on est une station qui aura du mal à recevoir une clientèle nouvelle. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est pour ça que sur le mois de juillet, on fait beaucoup d'événements et on est bien content. Ensuite, il y a quelques événements qui effectivement coûtent plus cher et sur lesquels on est en train de travailler pour la pérennité de ces événements. Parce qu'il y a une chose qu'on ne sait pas faire, nous, c'est de savoir quel est l'impact d'un événement, tant médiatique que du côté publicité, communication, qu'est-ce qu'il peut rapporter. C'est pour ça qu'on a une étude en cours à l'Office du tourisme et que d'ici peu, on aura des retours sur les événements. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. C'est vrai que l'impact des événements est fort, on en est tous bien conscients, parce que, et l'ensemble du conseil, hein, y compris les organisateurs d'événements, parce que, ma foi, progressivement, la courbe monte, on le voit. Le problème, c'est qu'il est inversement proportionnel à la fréquentation de la station. La cause n'est pas directement liée. La baisse de la fréquentation, elle peut venir aussi de tas de choses, des changements de comportement d'abord des gens. Hein, on le voit bien, des changements de comportement des gens. Il y a aussi des changements simplement climatiques, on le voit bien là, en ce moment, ça fait quand même quelques années de suite que le mois d'avril n'est quand même pas terrible. De même le mois de décembre, très souvent. Donc ça n'incite pas forcément les gens à venir à ces périodes-là, parce que je crois que le taux de remplissage sur les autres périodes sont plutôt bons. Hein, je crois que là-dessus, il n'y a pas spécialement de perte. Il y a quelque chose d'autre qui a évolué au fil des années aussi sur l'ES, c'est qu'il y a une quinzaine d'années encore, il y avait encore beaucoup de skieurs à la journée qui venaient des villes de première proximité, que ce soit Grenoble, Lyon ou ailleurs. Aujourd'hui, on a un peu l'impression quand même qu'il en vient nettement moins. Alors, qu'est-ce que c'est qui en est la cause? Est-ce que c'est simplement parce qu'ils ont d'autres envies? Est-ce que c'est, comme on l'entend souvent aussi, le fait que la circulation n'est pas facile pour venir là, hein? On n'a pas les mêmes avantages que quand on est en Savoie. Hein? Vous allez de Lyon aux stations de Savoie, vous êtes sur l'autoroute quasiment tout le temps, quoi. Hein, nous, ici, on est rond-point après rond-point maintenant, et puis tourne à gauche qui manque, tourne à droite qui manque, etc. Ce qui fait que c'est bloquant, et ça peut refroidir une partie des gens. Autre élément aussi qui joue dedans, c'est vrai qu'il y a aussi aujourd'hui quand même une perte de lichons qui continue depuis un certain temps, et qui pose quand même un certain nombre de questions. Hein. Que va-t-il se passer, entre autres, avec les mécanismes de défiscalisation qui sont en train de disparaître? C'était quand même un des éléments clés du développement touristique de la montagne ou de la mer, hein, ou des îles. Moi, je rajoute juste là-dessus qu'effectivement, il y a un vrai problème en Loire, et puis ce qui est indiqué là, c'est pas seulement par rapport aux événements, c'est aussi, les événements impactent aussi notre budget communal, puisque le service technique, à chaque fois, ont beaucoup de travail, le palais des sports aussi. Mais je crois qu'il faut nous laisser travailler sur ces événements, et puis voir ce qu'il faut en tirer pour demain, voir quelle est la part qu'il faudra mettre de toute façon à un moment pour la communication, pour la promotion de la station, pour faire en sorte que ces semaines creuses
soit remplie et qu'on attire d'autres clients. Mais c'est pas facile, et c'est pour ça que là, Jean-Marc l'a évoqué. On sait qu'aujourd'hui, on perd à peu près 300 lits par an, 300 lits commerciaux. Tous les commerçants qui sont ici voient bien un petit peu le déficit de lits qu'ils ont aux alentours d'eux. Hein. Vous savez, de grands bâtiments vers les bergers, pour ne pas le citer, mais Maeva, où 235 appartements, il y en a plus de 25 en location. Vous avez un petit peu de partout des baux qui se terminent chez Pierre et Vacances cette année, qui ne se renouvelleront pas l'année prochaine. Donc c'est clair qu'on a une baisse, et effectivement, le chiffre d'affaires de la SATA aujourd'hui, si on arrive à le maintenir, c'est pas parce qu'on augmente la fréquentation, c'est parce qu'on augmente les prix. Et l'augmentation des prix arrive juste à augmenter la baisse de fréquentation. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on travaille autant sur le PLU et sur les lits, parce que si demain on n'arrive pas à ramener de nouveaux lits, il est clair qu'au niveau, d'ailleurs c'est pas propre chez nous, hein, toutes les stations sont en train de faire la même chose, surtout les stations de haute altitude, parce que demain si on n'amène pas un peu plus de clients, on aura vraiment beaucoup de difficultés. Mais il y a d'autres choses encore, c'est pas seulement de nouveaux lits, c'est aussi aller rechercher plus de lits en rénovation, remettre sur le marché plus de lits et puis booster aussi, c'est ce qu'on essaie de faire depuis 2 ans, notre centrale de réservation. Monsieur Garnier, vous avez parlé tout à l'heure des impôts que vous n'alliez pas augmenter. Mais lors de la conseil municipal, vous avez voté des augmentations. Je voulais savoir le pourcentage que vous avez augmenté sur les impôts. 2%. Au niveau de l'inflation, c'est pas plus que tout ce que vous payez, je dirais, à côté aujourd'hui. Je pense que c'est en dessous de la progression de l'énergie. Je suis d'accord, précise, c'est moins que le gaz. Bon, je ne connais pas le prix du gaz, on ne l'utilise pas, mais c'est vrai que c'est moins que l'électricité, c'est moins que certaines autres choses de la vie courante. Oui, Gilles. Ouais, pour les lits, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'investir et de créer de nouveaux lits alors qu'ils vont être remplis peut-être 5 semaines dans l'hiver, les lits pour le reste de l'année? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux plutôt remplir tous les lits qui sont vides l'hiver? Vous avez la solution. Voilà, si tu as la solution pour remplir les lits. Investir dans du lit alors que les lits existent, ils sont simplement pas. Oui, mais tu as 2 types de lits. Tu as le type client individuel, celui qui a son petit appartement ou sa location, qui lui, il aura beau faire tout ce qu'il voudra quand il aura loué, comme tu dis, 5 ou 6 semaines, il aura du mal à en faire plus. Et puis après, tu as le lit hôtelier, je vois François Guillet du Pic Blanc qui va chercher dans toute la France et dans l'Europe, dans le monde, des séminaires toutes les semaines pour remplir tous ces lits. Ceux-là ne pourront pas aller dans un petit appartement. Aujourd'hui, si on cite Pierre et Vacances, par exemple, sans dire qu'on veut du Pierre et Vacances ou qu'on focalise sur Pierre et Vacances, c'est l'exemple, on a du potentiel de lit qui peut aujourd'hui nous amener à avoir un gros séminaire, une grosse collectivité qui vient au week-end, alors que dans l'association même de plein de petits appartements, on n'aura pas ce problème-là. Pour ça, je disais bien tout à l'heure qu'il ne faut pas lâcher les deux. Il faut arriver à ramener des lits nouveaux pour ramener un vrai volant de lits, puis après de lits commerciaux chauds qui arrivent à être remplis pendant 18 semaines si possible, 20 semaines ou un peu moins. Mais après, il faut aller chercher effectivement devant le petit loueur ou le loueur en meublé professionnel pour que lui, il arrive à augmenter. Et ça, c'est plutôt difficile et c'est un vrai sujet de notre centrale de réservation, justement. Un sujet qui est posé, de dire dans la centrale de réservation, aujourd'hui, on n'a peut-être que des loueurs professionnels, demain, il faudra peut-être aussi aider un petit peu les privés à louer davantage. Mais franchement, en janvier, on a beau faire, on voit la clientèle que l'on peut avoir, c'est pas facile. Et si on n'a pas un gros groupe aussi qui va commercialiser avec des moyens, bon, je redis pour le Pic Blanc parce que ça me vient l'idée, mais c'est vrai qu'ils arrivent à remplir au mois de janvier qu'on aurait du mal, nos stations, à remplir ces périodes-là.
Bien sûr, bien sûr. Ils ont des réseaux qui sont bien plus importants que nous, notre centrale de réservation. Et ils ont des impacts. Alors ils sont organisés, hein, ils n'ont pas qu'un hôtel ici, donc c'est un peu ce qui fait leur force. Et à nous d'aller rechercher aussi ce type de commercialisation pour être plus fort aussi. Oui, c'est pas évident parce qu'on n'a pas la masse. Souvent, quand on a un séminaire de 100 personnes au même endroit, il faut avoir de la place. Est-ce que c'est à nous, en commune, de le faire, ça? Est-ce que la commercialisation de la commune, elle ne se fait pas sur justement les événements, sur la proposition dans la commune, sur le développement des activités, sur ce genre de choses plutôt? Si, bien sûr, mais c'est quand même aussi le rôle de la commune d'être le moteur, parce que chaque loueur séparément est impuissant. À un moment, c'est à nous de les aider. Mais attention, en prenant bien en compte aussi que cette partie de commercialisation doit être payée par la commercialisation elle-même. C'est-à-dire que c'est le principe même du pourcentage de commission qui permet de payer la centrale de réservation et les personnes qui travaillent pour les hébergements. Mais les événements en sont un aussi. Oui. Bonjour, moi je suis nouvelle sur la BES. Il se trouve que j'ai un enfant et je voudrais savoir s'il est prévu des choses pour garder les enfants, en particulier dans la tranche d'âge, on va dire 7 ans et un peu plus, qui n'ont pas forcément toujours envie d'aller skier et qui empêchent leur maman en l'occurrence d'aller skier quand ils n'ont pas eux-mêmes skier. Voilà. Donc je voulais savoir s'il est prévu des choses pour ça, parce que si vous voulez garder des gens et développer votre clientèle, vous devez aussi vous intéresser aux enfants. C'est peut-être l'avenir de la station et c'est peut-être par là qu'il faudrait commencer aussi si vous voulez vous développer. Voilà. Parce que vous êtes nouvelle, mais vous laissez entendre qu'on n'est pas organisé pour. Que vous êtes organisé pour. Aujourd'hui, c'est un constat, puisque je suis dans l'impuissance. Il n'est pas là, il n'est pas présent là maintenant, mais effectivement, ça fait une semaine que je suis là, une semaine que je ne suis pas allée skier parce que je garde mon gamin. Donc, si vous me trouvez une solution, je serai ravie. Mais là, je peux vous dire que je suis assez furax, on va dire, et assez frustrée, pour une skieuse, de ne pas pouvoir aller skier. Simplement parce que j'ai un gamin de 7 ans qui n'aime pas le ski, ou du moins qui n'est pas en capacité d'aller skier cette semaine. Voilà. Alors, je vais être clair, hein, il y a des choses que l'on est capable de faire, et puis il y a quand même un moment où on est obligé de s'arrêter. Hein. La commune n'est pas non plus, elle est faite pour aider les familles, elle est faite pour créer une garderie, c'est ce qu'on est en train de faire cette année pour que vous puissiez demain avoir plus de place et qu'on puisse accueillir plus de touristes, qu'on puisse classer famille plus, avec beaucoup d'enfants qu'on pourra accueillir. Mais on n'est pas là non plus pour aller accueillir un enfant de 7 ans, un enfant de 10 ans, un enfant de 12 ans, dans un contexte qu'on ne saurait pas faire. Aujourd'hui, il y a des possibilités, hein, pour les petits, il y a des choses qui se font avec l'école de ski, pour les plus grands aussi, pendant que les mamans skient et les enfants vont au cours. Après, aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi? C'est déjà de pouvoir bien accueillir tous les petits à la crèche, les enfants déjà d'US, mais aussi, à partir du mois de juin, les enfants de touristes, puisque c'est là où on a un vrai problème, c'est que jusqu'à présent, on n'accueillait pas les enfants de touristes. Donc ça veut dire que les mamans qui venaient comme nous en vacances une semaine ne pouvaient même pas du tout skier, puisqu'on ne savait pas, elles ne savaient pas où laisser leurs enfants. Donc à partir du mois de juin, ce problème-là sera réglé. Mais après, on ne pourra pas tout régler, et je ne sais pas comment on peut régler votre problème de 7 à 8 ans, mais franchement, sur les enfants, on vient de mettre 1 700 000 € sur la crèche. Vous avez vu le coût de la crèche actuelle, qui va certainement augmenter de ce fait-là. Bon, c'est déjà beaucoup d'argent. Donc on ne peut pas résoudre tous les problèmes. On peut essayer d'aller vers une maison de jeunes, essayer de se motiver sur plein de choses, mais j'ai bien peur qu'après on soit impuissant, et il faut aussi que tout le monde s'y mette. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Oui. À ce propos, justement, la crèche, elle est municipale. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques aides sur des concessions. Est-ce que la question s'est posée, ou est-ce que la question se posera à l'avenir, effectivement, d'externaliser un peu ce service de crèche, de telle sorte qu'il n'y a plus dans les budgets municipaux, j'espère que ça rapporte un petit peu peut-être. Alors là, franchement, si en sortant, vous dites à tous les élus qui sont là, je vous prends la crèche en gérance, on vous la donne demain. Demain. Sauf que tous ceux qui veulent nous la prendre en gérance aujourd'hui nous disent oui, mais c'est ce coup-là, mais c'est un chèque de plus encore.
Donc ça nous coûterait plus cher de l'externaliser. Donc c'est vrai que là-dessus, on essaie de baisser ce coût, parce que pour nous, c'est à fond. Les normes en plus publiques, vous le savez comme moi, sont des normes qui sont appliquées par le public, quelquefois un peu contournées par le privé. Bon, mais nous, on est vraiment dans l'optique à chaque fois qu'on a des réservations, on met le nombre de personnel qu'il faut en face. Et puis ensuite, quand on a des défections, on a trop de personnel. Mais c'est vraiment le coût. Et on a regardé d'ailleurs, tous les jours, vous regardez un petit peu dans toutes les annonces d'emploi que l'on fait, on cherche du personnel pour la crèche pratiquement tous les mois de l'année. C'est vraiment difficile pour nous. Bon, après, il y a d'autres solutions qui sont faites dans l'Oisans. Aujourd'hui, il y a bientôt plus que notre crèche qui est gérée par la commune. Le reste est géré par la communauté de communes. Mais c'est aussi un impact. Là, on vient de la transformer en garderie touristique. Donc on se dit que ce n'est pas le moment de la confier à quelqu'un d'autre, puisque là, il y aura peut-être, à partir du mois de juin, justement quelques recettes. On va revenir, peut-être, les investissements, ça va être vite fait, puisque les deux investissements principaux, on va dire, de l'année, puisqu'il y en a déjà beaucoup qu'on a réalisés en fin d'année et qu'on a payé cette année. Donc les deux principaux vont toujours à la fois dans le sens de la mise aux normes de nos accès collectifs, avec une obligation, vous le savez, de rendre les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc c'est ce qui va être fait devant l'Office du tourisme à partir du mois de mai, pour essayer déjà de permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder, mais aussi un accès plus facile et plus lisible depuis dans le Vieil-Alpes. Donc vous voyez un petit peu le détail, ça va perturber un peu, on va essayer d'être le moins pénalisant pour tout le monde. On en profite bien sûr pour, devant l'Office du tourisme, refaire une étanchéité de dalles qui est un vrai problème depuis longtemps. Et puis, on a décidé de faire, en plus des travaux, un espace vert pour qu'il y ait vraiment un espace sympathique l'été devant l'office. Ensuite, c'est le groupe scolaire. Là, je vais appeler avec moi Franck Pernet, qui est l'architecte, qui pourra vous donner quelques informations, parce que je pense que c'est bien. Je vais peut-être juste vous parler un petit peu du prix. C'est peut-être la slide d'après. Voilà. Franck vous repassera les diapos, mais voilà le coût pour l'instant est un des prévisionnels, puisque les commissions d'appel d'offres n'ont encore pas choisi l'ensemble des travaux et des entreprises. Donc le budget global est de 5,3 millions. Vous voyez que les architectes coûtent cher. Et donc, une recette espérée pour l'instant, il faut qu'on abonde sur les véritables coûts pour faire la demande au Conseil général. Pour info, pour la crèche, donc de 1,7 million, on a touché 450 000 euros de subvention. Je crois qu'on ne s'est pas trop mal débrouillé. Donc on espère 600 000 pour l'école. Et puis, bien sûr, sera réalisé dans la foulée, à partir du moment où les enfants auront changé de bâtiment, et bien on a un compromis de vente pour l'instant avec un promoteur sur la vente du bâtiment de l'école, donc qui nous permettrait, une fois l'opération réalisée, parce que c'est vrai que la vente du bâtiment, on la récupérera une fois que les enfants seront déplacés, un autofinancement sur 3 ans, donc de 2,6 millions, c'est ce qui nous restera à payer. Pour cette année, on est parti dans l'idée de faire le gros œuvre. On a mis au budget une somme d'1,6 million qu'on dépensera peut-être ou peut-être pas. Le permis est en cours. Donc on espère commencer, on va faire le terrassement en mai-juin et puis commencer des travaux en septembre. De grosses œuvres. Voilà, je vais laisser Franck, on va peut-être revenir sur l'idée de base pour vous expliquer un petit peu, parce que je pense que ça intéresse les mamans qui sont là et puis un petit peu tout le monde, puisque tout le monde n'a pas vu le projet. Je rappelle que ce projet il a fait l'objet d'un concours que l'on a fait l'an dernier, et donc on est assez content du choix qui a été fait, et Franck qui est l'architecte, eh bien, va pouvoir
vous en dire un petit peu plus sur l'emplacement et puis sur la fonctionnalité du bâtiment. Bonsoir à tous. Pour expliquer un petit peu l'emplacement, déjà, ce qui est important, c'est de savoir où se situe cette école. Elle se situe en fait sur la zone de l'Éclose, donc juste au sud de Notre-Dame-des-Neiges. Donc tout le monde se situe à peu près cet endroit-là. Donc sur une zone qui va être totalement aménagée, et le groupe scolaire va être le premier bâtiment qui va se construire sur cette zone-là. Donc là, vous le visualisez, avec un accès principal qui va se faire au nord, et puis un mail piétonnier qui va être créé le long de la façade est, et qui va permettre de faire une entrée secondaire pour l'école, pour la partie école élémentaire. Donc on va passer à la perspective, ce sera plus facile. Voilà, peut-être le plan masse. Donc là, on visualise bien Notre-Dame-des-Neiges qui est en haut, et puis la voirie qui sera créée pour desservir le groupe scolaire, donc au nord. Là se situera l'entrée principale, plus une entrée de service et de livraison, et puis l'entrée secondaire, élémentaire, qui sera le long du mail piétonnier qui est nord-sud. Voilà. Sur ce qui va se passer peut-être à l'intérieur de cette école. Donc l'entrée principale, on la voit avec la flèche qui est marquée à ce niveau-là. Je vais me rapprocher, ce sera plus facile. Donc à ce niveau-là, l'entrée principale. Puis une accès livraison, puisque dans cette école est créée en même temps une cuisine centrale qui va permettre de desservir à la fois la crèche plus des plateaux repas ailleurs. Et l'entrée de l'école générale va pouvoir desservir au rez-de-chaussée l'école maternelle et à l'étage l'école élémentaire. Donc là, vous avez une perspective qui est vue à peu près depuis Notre-Dame-des-Neiges. La volonté au niveau architectural, c'était vraiment complètement de s'intégrer dans un registre d'architecture de montagne, mais de lui laisser un vocabulaire un peu contemporain. C'est-à-dire qu'on retrouve les matériaux qui sont liés à la montagne, c'est-à-dire la pierre, sur les parties en sous-bassement, et puis retrouver une structure qui est beaucoup plus légère, en partie à l'étage, avec une construction qui est en ossature bois et avec un bardage bois. L'image du toit, le problème de ce genre de bâtiment, c'est qu'il développe une grande surface de toit, et l'idée a été de créer une multitude de petits toits qui se développent comme des éléments un peu de montagne, et c'est ce qu'on a voulu arriver à créer. Et sachant que cette école, en fait, a une forte, on la voit beaucoup d'en haut, puisqu'il y a des remontées mécaniques qui passent à proximité. Donc l'image de ce qu'on appelle chez nous la cinquième façade était relativement importante. On va peut-être passer au plan et puis essayer d'expliquer en plan ce qui se passe. Alors bon, là, on a la vue, deuxième perspective, où on voit les vues depuis les cours. Donc on a une partie basse, ce que j'ai dit tout à l'heure, en rez-de-chaussée, avec la cour maternelle qui va se développer sur l'ouest. Et en plein sud, vous avez la cour élémentaire, donc qui correspond à l'étage de l'école élémentaire. On voit que cette différence de niveau permet de séparer naturellement les deux cours. Et ce qui est quelque chose qui est relativement important pour le fonctionnement des écoles. À ce niveau-là, on a créé deux préaux, parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse se mettre à l'abri. Et ces deux préaux sont suffisamment vastes pour accueillir en fait les enfants de chaque école. Voilà. Une explication peut-être du fonctionnement de l'école en plan, je pense qu'on doit avoir après. Voilà. Donc en plan, vous avez la partie rez-de-chaussée avec l'entrée principale qui est tout en haut au nord, l'entrée de service qui est le grand passage couvert. Toute la zone qui est en bleu clair, c'est la zone des salles de classe avec les sanitaires qui sont liés vraiment à la fonctionnement de l'école. La zone qui est en rose, c'est la zone qui est dédiée aux enseignants, avec toute la partie salle de réunion, salle des professeurs, direction, et puis toute la partie qui est liée aux ADSEM. La partie qui est en jaune, c'est des salles d'activité. Donc il y a, ce qui est important, une salle d'atelier
qui est plutôt en partie basse, et la grande salle qui est au nord, c'est ce qu'on appelle la salle de motricité, et qui va pouvoir fonctionner même quand l'école est fermée. Donc ça, c'est un point clé de l'école, et qui va pouvoir servir peut-être de périscolaire ou autre chose, et qui peut fonctionner par l'intermédiaire du sas de l'entrée principale, et de rester complètement indépendant avec ses propres sanitaires, son propre fonctionnement autonome, sa propre sécurité. Au niveau de la partie, toute la zone qui est orange, on retrouve au nord toute la partie cuisine centrale. Donc cette cuisine centrale est vraiment importante puisqu'elle doit desservir d'autres établissements que l'école. Et puis, à partir au sud, en partie sud, les deux salles à manger, une pour l'élémentaire et une autre partie pour les maternelles. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qui était prévu, c'est ce grand sas de livraison que vous avez, qui est relativement large, qui sépare la partie orange de la partie jaune, pour qu'on puisse facilement livrer les denrées qui devraient être traitées au niveau de la cuisine centrale, et puis refaire partir les repas sans être dans une situation d'intempérie. Donc ça, c'était relativement important pour nous d'arriver dans une situation comme à l'Alpe d'Huez, de ne pas se retrouver coincé pour une livraison de repas ou une livraison, je dirais, de denrées primaires au niveau du fonctionnement de cette cuisine centrale. Voilà. Donc vous avez la listing des classes. Pour ce qui est important, c'est de comprendre la philosophie du projet en tant que tel. Au centre de ce projet-là est créé en fait un patio. Ce patio a plusieurs avantages. Le premier, c'est d'amener un petit peu de verdure, je dirais, au centre de l'école. Et le deuxième, il nous permet de créer énormément de lumière naturelle dans des locaux qui autrement seraient desservis simplement en second jour. Voilà. On va passer à l'étage. Donc l'étage se compose uniquement de l'école élémentaire, donc avec ces 3 salles de classe, avec une sortie sur le préau qui est à ce niveau-là, et des parties de rangement pour le préau, qui peut servir de rangement aussi pour le ski. Il y a également une salle de musique qui pourra éventuellement par la suite devenir une salle de classe si vraiment il y a une augmentation d'effectifs. Voilà. Autrement, au niveau, ce qu'on peut regarder, donc c'est après le volet un petit peu plus technique de l'école. Son principe constructif, c'est un rez-de-chaussée qui est, on va parler de la qualité environnementale en deuxième temps, c'est un rez-de-chaussée qui est en construction béton et un étage qui est construit intégralement en ossature bois. Ce principe-là, je dirais, il a été adopté pour 2 raisons. Le rez-de-chaussée en maçonnerie, parce qu'on avait des parties qui étaient enterrées, et il n'y a que la maçonnerie qui peut le tenir. Et deuxièmement, on a des fortes contraintes sismiques, et le béton est favorable plutôt pour tenir sismique, pour respecter cette partie-là. La deuxième volet, c'est qu'on a voulu garder quand même une forte proportion de bois dans cette école, et cette forte proportion de bois, on l'a fait à l'étage, puisqu'on a eu une demande à l'origine du concours, c'est d'avoir un volet haute qualité environnementale sur ce bâtiment. Donc ce qu'on va arriver sur cette partie-là, donc au programme, je dirais, on a le volet environnemental se développe en fait en 14 cibles, avec des priorités qui sont à donner à ce niveau-là. Donc nous, les cibles qui ont été traitées en premier lieu, c'est la gestion de l'énergie, donc tout ce qui est économie d'énergie et faible consommation, la pérennité des performances environnementales, donc, et puis travailler sur une solution pour qu'il y ait des maintenances qui soient facilitées, et puis la maîtrise des conforts thermiques qui sont souvent liés avec la gestion de l'énergie. Dans le second lieu, ce qui était important, c'était pour traiter des matériaux qui soient pérennes et durables, donc un usage de matériaux qui soit à faible impact écologique. Un contrôle et limitation des nuisances de chantier, donc ça veut dire qu'on va avoir une charte de chantier vert pendant toute la durée du chantier, avec un certain nombre de contraintes sur les tris et sur les nuisances sonores. Donc la gestion des déchets d'activité qui sont à la fois liés au chantier et liés par la suite, je dirais, à l'établissement. La maîtrise des nuisances sonores, bon ça on en a peu puisqu'on est quand même sur un site qui est peu contraint au niveau sonore.
Les qualités visuelles soignées, là, il n'y a pas de souci, parce que dans le site dans lequel on est, il n'y a pas de problème de qualité visuelle. Et la maîtrise de la qualité de l'air, donc, est un point important par rapport à, je dirais, aux entrées d'air et la qualité des matériaux qui sont mis en œuvre pour le renouvellement de l'air. Niveau de base, je passe, parce que c'est vraiment des sites qui sont traités, je dirais, uniquement au niveau réglementaire. La démarche de conception qu'on a fait pour répondre à ces éléments-là, c'est la maîtrise de l'insertion du bâtiment dans son site. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'on a cherché à faire un bâtiment qui s'insère dans son site, c'est-à-dire qui joue avec la pente, avec la différence de niveau, et qui s'ouvre largement au sud et à l'ouest. Donc pour amener le maximum de lumière solaire à l'intérieur des locaux. L'optimisation des performances énergétiques intrinsèques au bâti, c'est-à-dire c'est travailler tout ce qui est isolation thermique du bâtiment, son comportement intrinsèque, sans parler ni chauffage ni ventilation. Et les choix des systèmes techniques simples et efficaces, c'est-à-dire qu'on a essayé de trouver des solutions qui ne soient pas trop complexes, même si on verra par la suite qu'on a un certain nombre d'éléments qui ont été mis en place pour respecter en fait ces objectifs environnementaux et de faible consommation énergétique qu'on a prévu. Voilà, l'usage des matériaux robustes et sains, ça va avec, je dirais, aussi bien les matériaux extérieurs avec le choix de matériaux en béton qui sont en rez-de-chaussée, et comme l'usage des matériaux qui sont appropriés à l'intérieur du bâtiment. Voilà. Ce qui est important au niveau du bâtiment, c'est que pour que tout ça fonctionne bien, il faut qu'on ait une grande perméabilité à l'air du bâtiment. C'est pas simplement de se dire qu'on va faire un bâtiment qui soit bien isolé, qui consomme peu. Pour qu'il consomme peu, il faut qu'il soit étanche à l'air. Et ça, c'est un des fers de lance actuels dans la conception des bâtiments à haute qualité environnementale, c'est d'avoir une perméabilité à l'air qui soit réduite. Et là on s'est fixé un objectif de 0,6 pour ce bâtiment-là. Et on a un lot, on va lancer, quand l'appel d'offres va être lancé, on aura un lot qui s'appelle étanchéité à l'air. Et cette étanchéité à l'air va être contrôlée 3 fois pendant la durée du chantier. Et tous les éléments seront repris jusqu'à l'obtention de ce résultat-là, qui est un point important. Voilà pour ce qui est un petit peu de la qualité environnementale intrinsèque. Sur les consommations de bâtiments, donc on a voulu, vous avez une partie en fait là qui est un peu plus technique, il y a une nouvelle réglementation thermique qui a été qui est rentrée en valeur cette année, donc c'est la RT 2012. Jusqu'avant, on travaillait sur une réglementation thermique qui datait de 2005, où est arrivé, par rapport à ces bâtiments 2005, le BBC, bâtiment basse consommation. La RT 2012 intègre, grosso modo, le BBC de la réglementation thermique 2005. Et par rapport à cette RT 2012, on calcule en fait le comportement thermique en quelque sorte du bâtiment, qui est le CEP max, qui va donner une valeur théorique de consommation qui est de 120 kWh équivalent en énergie primaire par mètre carré par an de consommation. Donc c'est une valeur qui est théorique. Nous, le bâtiment à l'heure actuelle, il est à 55,5. Donc c'est-à-dire qu'on a à peu près plus de divisé par 2 par rapport à une consommation théorique de réglementation. Donc ces répartitions, en fait, cette répartition de consommation d'énergie primaire sont mises sur ces diagrammes-là. Donc en orange, vous avez le chauffage, qui quand même sur l'Alpe d'Huez à 1800 mètres d'altitude reste un poste qui est important. Quand on est en bas à Grenoble, ça a tendance à fortement diminuer. Et puis le deuxième poste qui est le plus important, on s'aperçoit que c'est l'éclairage. Donc c'est tout l'éclairage qui est à l'intérieur des locaux. Puis vous avez après le troisième poste qui est les auxiliaires de ventilation. Donc c'est la ventilation qui est nécessaire au renouvellement d'air du bâtiment à l'intérieur, qui est nécessaire au niveau de l'hygiène quand vous avez un certain nombre d'enfants qui sont à l'intérieur. Puis cette répartition, vous l'avez ici mois par mois, donc on s'aperçoit que les mois d'hiver sont importants, puis que les mois d'été, voilà, en juillet août, il n'y a plus rien qui se consomme puisque l'école a priori est en fonctionnement. Voilà, pour ce petit diagramme-là. Sur la deuxième, c'est là un point fort de l'école, donc j'attendais ce moment-là, parce qu'on a fait une étude d'approvisionnement en énergie, donc choisir quelle était l'énergie la plus adéquate pour ce bâtiment-là, en donnant un certain nombre de critères, qui étaient un critère, je
je dirais, de facilité de maintenance, un critère écologique et un critère d'approvisionnement. Sur ces éléments-là, on est arrivé à faire un choix en comparant 3 énergies, donc le gaz, le fioul et le bois. Et on est arrivé à une solution qui était le bois, qui était le plus pertinent, même si, je dirais, à l'origine, l'investissement est le plus important. Donc, le bâtiment sera chauffé par une chaudière bois à granulés. Et je dirais c'est des points qui sont importants au niveau économie d'énergie à l'heure actuelle, puisque je dirais le fioul et le gaz ont plutôt une tendance de forte augmentation. Et en pérennité de consommation et de coût de fonctionnement pour je dirais, la commune, c'est un point qui est relativement important. Voilà. Après, si vous voulez, dans le détail, on peut aller plus loin. Si vous avez des questions sur des fonctionnements plus techniques, savoir comment la ventilation fonctionne, comment s'en fait l'isolation. Voilà, si vous avez des questions très précises, je peux y répondre sans souci, mais bon, ça risque d'être plus technique à ce niveau-là. Voilà. Par rapport à l'entrée de cette salle, l'entrée des Alors l'entrée au sud de la galerie. On va revenir sur le premier plan, c'est encore mieux. Voilà. Hop, c'était le bon. Hop, au niveau de l'entrée, bah voilà, à ce niveau-là, vous avez la garderie qui est ici. Là, voilà, c'est marqué à peu près crèche. Vous voyez, Palais des Sports, on est tout en haut, là-haut. Voilà. Vous avez la crèche qui est ici, Notre-Dame-des-Neiges, et on sera au sud, en fait, de Notre-Dame-des-Neiges. Donc c'est un pôle qui va fonctionner relativement proche avec la crèche. Donc on se servira de la route de l'église. On se servira de la route de la descente de la chapelle pour passer devant l'église, devant Notre-Dame-des-Neiges, sur le parking. Et ensuite, l'idée, c'est de créer ici une petite voie qui passerait entre Notre-Dame-des-Neiges derrière, vous voyez, entre l'école et Notre-Dame-des-Neiges, et derrière le Palais des Sports, sous le télésiège actuel, sur le circuit, pour aller sortir vers la route du 93. Et on réfléchit peut-être à la fermer, cette route, et à la laisser ouverte juste au moment de l'arrivée des classes et du départ des classes, de façon à éviter, puisque, comme vous l'a dit Franck, maintenant on a la crèche, on a l'école, on aura à l'intérieur de l'école donc la cantine, et il y a un vrai pôle au même endroit qui ne nécessite pas forcément d'avoir des passages de voitures importants. Donc bon. Oui, pas de problème. Oui, mais c'est juste avant que ce soit fermé là à gauche, sur le parking. Oui, simplement, on a un coût de fonctionnement actuel de l'école qui est relativement élevé, ne serait-ce que pour les problèmes de chauffage, d'entretien relativement cher, parce que c'est un vieil établissement. Est-ce qu'on a fait un parallèle entre le coût d'entretien et de fonctionnement de la nouvelle école et l'ancienne, et quelle est l'économie de fonctionnement que l'on devrait logiquement en retirer? Alors, si je puis répondre, nous, maîtrise d'œuvre, ça obligerait à faire un diagnostic thermique du bâtiment qui est existant, que moi j'ai visité, qui est, on peut dire, pas du tout, je dirais, dans les mêmes normes que ce qui va être fait là. Donc on peut dire que, je n'avancerai pas, mais ça va être au moins divisé par 2, par 3, si ce n'est pas par 4, en fait, le coût de fonctionnement. Par contre, nous, on n'a pas de diagnostic qui a été fait, diagnostic thermique, qui est très très lourd à faire sur un bâtiment existant, et qui en général se fait à partir du moment où on choisit de faire ce qu'on appelle une réhabilitation thermique d'un bâtiment. Là, l'objet n'était pas... C'était pas l'objet en tant que tel, c'était plutôt de répondre, j'irais, à une demande qui était l'objectif d'avoir ces 55 kWh en équivalent d'énergie primaire par mètre carré par an. Là, sur un bâtiment de ce type-là, à vue de nez, on doit être au moins à 150, si ce n'est pas 200. Voilà. Voilà, ce qui veut dire qu'on va pas gagner de l'argent, pas le juste, mais moins en dépenser pour les problèmes scolaires. Voilà, c'est l'objectif en fait d'avoir une réponse qui soit de qualité environnementale et avec une faible consommation. Voilà, à rajouter avec ce qui est au tableau maintenant, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui on avait une cantine
chez un privé, que ce privé a émis le souhait depuis déjà pas mal de temps d'arrêter, donc on règle ce problème-là. Et puis, il faut le dire aussi, l'accès PMR à l'école, l'accès PMR aujourd'hui n'est pas respecté, et donc là, l'intérêt, c'est qu'on est dans un accès de personnes à mobilité réduite sur l'ensemble du bâtiment. Moi, je voudrais demander combien vient la luge d'été. Pardon ? Est-ce que ça empiète sur la luge d'été? Oui, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que dans un premier terrassement, la luge d'été a été démontée et qu'on a aujourd'hui une étude en cours qui démarre, enfin qui a démarré, mais pour l'instant on n'a pas d'issue, pour voir si on peut contourner l'école et refaire une piste de luge qui contourne l'école. C'est on essaie de pallier au manque de la luge pour les années à venir, sachant que notre vraie réflexion au niveau de la SATA, c'était d'essayer de trouver un espace où on puisse faire un autre type de luge sur rail, comme ça existe maintenant, et surtout une luge qui soit utilisable été, mais aussi hiver. Parce que l'été, c'est un produit qui est hyper demandé. Tout à fait. On en a bien conscience, mais bon, on est en plein dessus. Donc il n'y a pas de luge cet été. Non, il y a une maîtrise d'œuvre qui est en cours pour voir si on peut remettre un passage différent pour pouvoir remettre la luge en place pour cet été. On n'en est pas certain. Alors, pas de luge cet été, la piscine du Palais des Sports qui ferme samedi, dimanche. Ouh, ça va être difficile quand même de garder la clientèle d'été maintenant. Pourquoi tu dis ça? Parce que la piscine ferme le samedi, dimanche. Alors, la luge, il ne faut pas juger. Pour l'instant, l'étude est en cours. Donc, on verra. De toute façon, on était bien obligé de passer quelque part. Et très franchement, si on avait trouvé un espace meilleur faire une autre luge, qui est d'ailleurs non seulement intéressante l'été mais l'hiver, on l'aurait déjà lancé. Pour l'instant, on n'a pas d'espace. Donc, il n'est pas dit qu'on ne trouve pas, avec le maître d'œuvre, un espace qui nous permette de contourner l'école. On a le départ, on a l'arrivée. Sachant que, tu sais comme moi, cette luge, elle est intéressante, mais elle est dangereuse, et si elle peut être remplacée par quelque chose de mieux, c'est aussi bien. Mais l'idée, c'est bien de la remettre en état. Après, tu abordes un autre sujet, c'est le fait de fermer la piscine intérieure le week-end. Très franchement, il n'y a personne le week-end. Et là, la piscine extérieure restant ouverte, il n'y a vraiment pas de mesure, là, il n'y a pas photo. La piscine intérieure n'a pas d'intérêt. Oui, en cas de mauvais temps. Et s'il fait mauvais? Mais les trois quarts du temps, quand il fait mauvais, les gens vont aussi à la piscine extérieure, ça ne leur pose pas de problème de temps. Non. Non, parce qu'en cas d'orage, ils ferment la piscine. Quelle est la capacité de l'école et combien d'enfants pour y rentrer dans la capacité de l'école à l'heure actuelle va être de 6 classes. Il y a 3 classes en maternelle et 3 classes en élémentaire à l'heure actuelle, sachant qu'il y a des possibilités d'extension. Du nom de classe il y aura des possibilités, il n'y a pas des possibilités d'extension, mais des capacités en fait d'avoir des classes supplémentaires qui seront déjà créées et qui pourront être, je dirais, aménagées en tant que telles. Mais à l'heure actuelle, il y a 6 classes. Il y a la possibilité d'une classe de plus s'il y avoir une classe supplémentaire. Oui. 7 classes actuellement. La capacité, en comptant à peu près entre 25 et 30 enfants, nous c'est prévu, tous les calculs sont faits pour 30 enfants par classe. Donc, voilà, 6 x 3, 18, 180 enfants. Ce qui va pas être c'est une capacité qui est maximum, demandée par l'éducation nationale. Actuellement, il y a 7 classes. Hein. 7, c'est ça, il y en aura une de plus. Non, une de moins, là, il y en a 6. Il y en a 4 au rez-de-chaussée. Non, mais il y a 7 classes actuellement. 3 au rez-de-chaussée, 4 à l'étage. 4 à l'étage. Et une en plus, ouais. On peut plus faire gosse. François. Ouais, j'aurais voulu revoir le plan, si c'est possible. Le plan d'école? Le plan d'école, ouais. Voilà. Lequel tu veux? Celui-là, c'est parfait. Celui-là? En orange, c'est quoi? Ce sont les cuisines? Alors, vous avez toute la partie cuisine qui est là en haut, d'accord, avec une partie livraison et une partie préparation. Oui. Et puis là, vous avez la salle de restaurant qui est pour les élémentaires. D'accord. Avec un accès qui se fait directement, bon là, depuis le plan du dessus, en fait, par un escalier ici, depuis le préau. Donc on rentre directement dans la partie
restauration de l'école alimentaire. Et là, vous avez la partie restauration de l'école maternelle, avec un accès direct depuis le couloir de la maternelle. D'accord, et donc toute la préparation-restauration, quand vous dites préparation-restauration et plateau extérieur, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Alors, toute la préparation va se faire dans la cuisine centrale. Vous avez la partie livraison qui est ici, donc c'est-à-dire tout ce qui est amené de matières premières arrivera par là, rentre par la partie, je dirais, qui est le couloir qui est plus en haut, et qui permet de rentrer dans tout ce qui est chambre froide, ainsi de suite. Et puis la partie livraison se fait par ce sas-là, en fait. Et puis il y a un camion de livraison qui rentre. C'est pas ça que vous avez. Ah ouais. Tu veux dire à qui on va livrer les repas? Exactement. Ah, à qui? À la crèche qui est juste en face. À la crèche qui est juste en face. Donc c'est destiné à l'école et à la crèche. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la crèche, on est en train de mettre du matériel de cuisine que l'on va déplacer quand l'école sera créée pour justement ne faire qu'un seul pôle, tu vois, de cuisine. D'accord. Et au niveau parking pour les enfants, pour la dépose des enfants, avec les voitures? Alors, tout ce qui est parking pour la dépose des enfants, ça se passera de toute façon au nord. Donc là, il y a une partie, c'est relativement large, vous avez vu, entre, je dirais, la façade nord de l'école, on peut revenir au plan masse. Voilà. Toute cette partie qui est au nord, donc entre l'école et puis Notre-Dame-des-Neiges, est en cours de réflexion par la commune pour être aménagée. Et c'est à ce niveau-là qu'il y aura, je dirais, la dépose minute, du parking, la dépose avec les bus scolaires, ainsi de suite. Voilà. Disons, c'est pour ça qu'il est tout à l'heure, la route ne sera peut-être pas ouverte tout le temps, on verra l'utilisation, mais l'idée c'est bien d'avoir un espace protégé ici, où les parents pourront déposer leurs enfants et puis filer sur une route protégée. Je vais revenir à la cuisine. La gestion de la cuisine, elle sera privée ou publique? Public, on a embauché déjà un cuisinier pour la crèche qui est chargé de suivre aussi en même temps la mise en place du matériel de cuisine de l'école. Pourquoi faire une entrée nord sur le bâtiment? Alors, pourquoi faire une entrée nord? La première chose, c'est que de toute façon, la desserte du terrain, depuis le début de l'opération, est au nord. Donc on n'avait pas franchement le choix de faire autre chose que de faire une entrée nord. La deuxième chose, c'est qu'on préfère mettre tout ce qui est cours de l'école au sud pour les enfants, là où ils sont en général dehors, plutôt que de les mettre au nord. Inverser une école, ça veut dire qu'on entrerait au sud et que les cours seraient au nord. C'est rare quand on rentre par une cour dans une école. Voilà, ça fonctionne pas bien. Et en plus, là, surtout dans une situation comme ça en montagne, ou si vous avez une grosse chute de neige, rentrer par une cour, c'est-à-dire que ça obligerait au service technique à déneiger tout de suite la cour au premier abord, pour après se retrouver à rentrer par les préaux. Voilà, donc c'est le choix de l'entrée nord est absolument pas aberrante ici. Bah non, il y a dit qu'il y en avait 7, c'est pas. Mais effectivement, il y aura certainement un peu de gel, de travail. Dites-moi, bonjour, puis-je vous permettre de vous poser une question? Alors, vous faites une cuisine centrale pour la crèche, l'école primaire et l'école maternelle. Et est-ce que cette cuisine centrale pourrait être utilisée pour la distribution de repas payants aux personnes âgées de votre commune? Ça a été étudié et ce sera possible, tout sera possible, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Mais effectivement, travailler avec la DMR et emmener des repas a été évoqué au niveau du CCAS. Pourquoi pas? Ça pourrait être quelque chose. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que la cuisine a été dimensionnée pour répondre largement, je dirais, à la demande de l'école plus de la crèche. C'est-à-dire qu'il y aura une capacité de production de repas qui sera supérieure à la crèche plus l'école. Et le circuit, c'est fini alors? Le circuit? Oui. C'est fini totalement? Oui, ce sera fini. Les classes... Dans quel sens câblé en fait? Ah oui, c'est sûr ça. Et maintenant, toutes les écoles sont câblées au niveau informatique avec un réseau VDI. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est forcément avec un système bien particulier en fait, qui a été adopté ici. C'est pour les enfants, en fait, un chariot avec des ordinateurs portables et donc qui vont se déplacer de salle en salle pour éviter d'avoir des postes fixes permanents en fond de salle. Voilà. Oui, moi je voulais savoir si
par rapport au groupe scolaire tel qu'il est présenté ici, qui me semble assez vaste, s'il y aurait suffisamment de personnel ou si vous allez augmenter, je dirais, les dépenses de fonctionnement pour faire fonctionner cet établissement-là. Notamment la cuisine centrale, est-ce qu'un cuisinier suffira? Alors là, justement, le fait de regrouper crèche et cuisine et cantine devrait nous arranger, mais c'est la première fois qu'on passe dans un système public. Aujourd'hui, les familles ont affaire à un privé. On peut penser qu'en faisant justement des repas pour les deux, on économise vraiment beaucoup de ce côté-là. Ensuite, par rapport à la gestion du bâtiment, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on avait un bâtiment qui était quand même un petit peu vieillissant. On peut penser que là, il y a un peu plus de surface, donc un peu plus de choses à nettoyer, et ainsi de suite. Il y aura peut-être des coûts supérieurs certainement de ce côté-là. Mais ensuite, sur l'ensemble, il n'y a pas de raison. Moi, je suis ici. Je voulais vous poser une question par rapport au budget, pour revenir un petit peu au budget tout à l'heure. Grosso modo, si j'ai bien compris, il y avait 50% qui étaient de l'autofinancement, il y avait 600 000 qui étaient de la subvention. C'est ça. Et ces 600 000 euros vont tomber normalement à la réception des travaux. Les subventions ne tombent pas au fur et à mesure de l'avancement. Ça veut dire que grosso modo, il y a pas loin de 3 millions d'euros à financer à l'avancement. Or, les chantiers, ils sont payés à peu près à 45 jours. Comment vous allez payer les entreprises au fur et à mesure de l'avancement? Tout à fait. C'est ce que je voulais dire. C'est déjà arrivé, a priori, en 2011. Où des entreprises ont eu des délais de paiement un petit peu compliqués pour la crèche. Oui, le problème de 2020, c'est un autre problème, c'est un problème de trésorerie lié au fait que l'emprunt de trésorerie, qui habituellement dans toutes les communes était très facile à obtenir, a mis un peu plus de temps à arriver. Il y a eu ce phénomène-là, puis l'autre phénomène aussi, vous savez qu'au mois de décembre, la perception ferme ses portes pour inventaire, et là on prend toujours un peu de retard. Mais par contre, pour revenir à votre question, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une avance de subvention, il n'y a pas que la subvention, il y a aussi ce qu'on a mis là, la vente du bâtiment. Tout ça, c'est de l'argent qu'il y a quelque part, il faudra avancer, et aussi à condition que le compromis de vente final soit bien réalisé. Donc ça, on en est bien conscient, bien entendu. On va au mois de mai voir la perception de bois, mais l'idée aujourd'hui qui ressort, c'est un emprunt, c'est à court terme qui permet de passer et de ne pas endetter la commune, mais d'avancer un peu d'argent pour pouvoir justement avancer cet argent avant de le récupérer. Je vous interpelle parce qu'effectivement, c'est une grande inquiétude des entreprises. Bien sûr. Non, mais ça, je ne dirais pas. Alors là, pour info, pour 2012, on est déjà en train de faire les emprunts de crédit de trésorerie. Donc, il n'y aura pas ce problème. Le compromis, il est signé? Oui, bien sûr. Il est signé. Mais bon, tu sais comme moi, c'est pas tout qui soit signé. Ce qu'il faut, c'est qu'on aille au vent et puis qu'il soit honoré au vent. Et si ils reviennent sur leur décision? S'il n'est pas honoré, ouais. Ben, on en trouvera un autre, on trouvera un autre acquéreur et puis on refera une autre opération. Pour l'instant, on a déjà un acquis qui est déjà intéressant. Un compromis, c'est pas rien. Quelqu'un qui s'engage, c'est pas rien quand même. Donc si demain ce compromis est cassé, ce qui peut toujours arriver, jusqu'au dernier moment, on essaiera de trouver un autre acquéreur et puis de refaire une autre opération. Et puis, mais bon, on peut penser quand même qu'il y en a jusqu'au bout, puisqu'aujourd'hui le promoteur a déjà posé le permis de construire. Donc c'est bien qu'il y ait une volonté d'aller au bout. Oui, très bien. Par rapport à l'école, toute la partie rénovation dans le Vegan, que l'on prenne l'auberge ensoleillée, que l'on prenne l'école, le musée, on ne fait plus de résidence. Hein. C'est carrément de l'achat, de la vente de gré à gré à un propriétaire. Alors, la question du guichot, c'est ça, non? Ah, c'est des appartements de propriétaires, ouais, qui pourront soit les vivre, soit les mettre en location pour certains. Mais pour répondre à ce que disait Gilles tout à l'heure, on est dans la perspective d'espérer qu'il y ait le plus possible de locataires aussi. Mais c'est de l'acquisition immobilière directe. Pas de résidence de tourisme ou pas de... Hein. Ah oui, bien sûr, non, mais il y a des normes, il y a des choses. Non, le but, c'est pas d'impacter le village, c'est bien au contraire de redonner un peu de vie, mais sans lui changer le décor. Hein. L'école, la gendarmerie
Et encore en dessous, peut-être... Le plus possible de projet, c'est des choses vives dans les GAC, il faut que le GAC vive. Donc demain il y a des projets, est-ce qu'ils iront au bout? Est-ce que on parle de projets, pour l'instant il n'y en a pas qui commencent, si ce n'est peut-être le musée bientôt, mais c'est tout pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on est à l'étude sur l'ensemble de la station, surtout dans des bâtiments comme ça qui sont quand même de vieux bâtiments qui méritent aujourd'hui une autre dynamique et qui permettront aux VGAF d'avoir au niveau des commerces surtout un peu plus de recettes, un peu plus d'économie, enfin du moins c'est ce qu'on espère. Alors les pompiers, on avait prévu de les mettre dans un local vers le VFD, et à l'heure d'aujourd'hui, les pompiers ont préféré aller vers un local qui est juste à côté, là, en dessous du terrain de foot, qui est le local du Conseil Général. Donc le but c'est de faire un pôle pompier Conseil Général, avec le Conseil Général a aujourd'hui un chasse-neige et puis 2 ou 3 chambres. Le but c'est un bâtiment qui est complètement obsolète. Donc le but c'est qu'il y ait une participation des pompiers, du SDIS, du Conseil Général et de l'UNE. Et les premières études sont lancées, ils sont en train de faire l'inventaire des besoins, et les pompiers préfèrent être là parce qu'ils sont à côté des espaces communaux, et c'est plus pratique pour eux au niveau des travaux. Voilà. Dépassement normalement début 2014. Oui. Circuit, ça veut dire qu'il y aura 2 événements. Tout à fait. Au grand dame de Yves Chevanot, alors là-dessus, c'est un terrain glissant, qu'il y a de dire, parce que, bon, Yves ne va pas écouter, mais c'est plus forcément dans l'air du temps la moto, c'est plus forcément dans l'air du temps la voiture. Donc, c'est de toute façon, il faut savoir que Andros a prévu d'avoir une fin, parce que Andros, dans 2 ans, s'arrête définitivement de domaine, sans problème de la PBS. En supermoteur, les motos, c'est une question qu'on pose déjà dès cet été, puisqu'on a fait des travaux dans le quartier. À nous de trouver peut-être d'autres événements, ou à nous, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, de mettre cet argent dans de la com, on verra bien. Mais effectivement, il faut voir que ce n'est pas une volonté forcément communale d'aller construire là. Mais dans le temps d'aujourd'hui, construire sur la nature, c'est complètement figé et interdit. On ira maintenant, donc vous savez comme moi, c'est la ville sur la ville, on construit sur les bâtiments, alors que là on a un espace qui est quand même très central, qui est correct et qui est même très intéressant. Donc c'est un peu logique qu'on vienne aussi à construire sur cet endroit-là, comme le devant des vergers, où vous avez des voitures, et où à quelque part, bon, on cherche ce type d'endroit, quoi. Et on n'en a pas beaucoup en plus. D'autres questions sur l'école pendant que... Oui. Et recette étant pas immédiate, est-ce que vous avez la certitude d'avoir 2 500 000 prêtables sur 3 à 4 ans pour trouver ça? Jean-Marc peut vous répondre directement. L'image est bonne, hein, de toute façon, que ce soit celle de la commune, etc. Pardon, que ce soit l'image de la commune et l'image de la SATA, les images sont très bonnes auprès des banques. La difficulté qu'il y a eu l'année dernière sur la trésorerie, c'est une difficulté générale qui était liée à l'impact d'abord des crises, l'impact des effets indexiels, des effets pervers qu'il y avait derrière, et tout ça, ça s'est bloqué pendant un petit moment. Et sur une période comme celle-là, il n'y a pas de problème. Surtout qu'il y a des produits spécifiques qui correspondent à ce genre de choses, y compris pour la TVA, parce qu'elle n'a pas été évoquée tout à l'heure par votre collègue, mais c'est pareil, il faudra pas financer la TVA, puisqu'on la récupéré à travers le fonds après 2 ans. Bon, tout ça, ça fera quand même l'objet d'une émission. On ne va pas attendre la fin pour récupérer la TVA, on va prendre des tranches et puis récupérer comme ça, mais il y aura quand même 500 000 à 600 000 euros, grosso modo, à aller chercher. Voilà. Pour l'instant, les taux d'intérêt sont ce qu'ils sont. Ils ont un petit peu monté récemment, mais bon, c'est plutôt stable depuis les interventions de la BCE. Est-ce que ça va continuer là, mystère? Demain, on va peut-être avoir des changements qui pourraient apparaître avec l'autorisation qui a été donnée aux financiers allemands de spéculer sur la dette française.
Valérie. La TDS, tu sais bien que rien n'est attaqué, donc pas de problème. C'est une école quand même, c'est de l'intérêt général, il me semble, mais bon, on verra bien. Bon, pas d'autres questions? Ben, écoutez, je vais vous proposer maintenant de rejoindre les élus qui sont ici auprès d'un bar qui est juste derrière. Moi, je vais aller faire un tour à la BD, puis je reviendrai après si certains veulent me voir pour discuter. En tout cas, merci de votre présence importante. Et puis, bonne fin de saison.